Bien le bonjour à tous. Cette vidéo est une introduction à l'histoire des histoires, c'est-à-dire l'histoire de l'univers qui s'appelle la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang est une théorie principalement basée sur la relativité générale dont l'équation fondamentale est celle d'Einstein. C'est une équation sur la métrique g mu nu, une métrique correspondant à un objet permettant de mesurer la distance entre deux points, ce qui est nécessaire pour trouver le plus court chemin, appelé géodésique, qui correspond à la trajectoire physique. Cette équation est suffisamment extraordinaire pour que l'on s'arrête dessus. Je ne vais pas l'expliquer en détail, mais juste l'important. La quantité grand G mu nu correspond à la dynamique de l'espace-temps, ce qui à la fois témoigne du fait que l'espace et le temps sont deux quantités totalement liées, mais aussi que l'espace-temps est dynamique. Ce n'est plus comme en mécanique newtonienne un cadre statique, donné a priori, comme dirait Kant. La deuxième quantité importante est le tenseur T mu nu, qui correspond à l'énergie dans l'espace-temps. Cela peut être de la matière ou de rayonnement. Donc cette équation fait le lien entre le contenant et le contenu, c'est-à-dire entre l'espace-temps et la matière, le rayonnement, ce qui est révolutionnaire. La scène devient un acteur. Le contenu impose à l'espace-temps d'avoir une courbure, et cette courbure impose les trajectoires du contenu, ce qui fait qu'il y a une action cyclique entre le contenant et le contenu par des boucles de rétroaction. De plus, dans cette équation, il y a une constante nommée lambda qui apparaît, qui est appelée constante cosmologique. Initialement, Einstein n'avait pas mis cette constante dans son équation, mais en résolvant son équation pour l'univers, il trouvait que ce dernier était dynamique. Or, Einstein pensait dur comme fer que l'univers devait être statique. Il l'avait toujours été et le serait toujours. Il avait donc introduit la constante cosmologique dans l'objectif de rendre sa théorie cohérente avec un univers statique. Comme nous le verrons plus tard, des données expérimentales ont par la suite prouvé que l'univers est dynamique. Après cela, Einstein a dit que sa démarche était la plus grosse erreur de sa vie. Beaucoup pensent qu'Einstein parlait du fait d'introduire la constante cosmologique, mais ce n'est pas le cas. La plus grosse erreur de sa vie était de penser qu'ajouter une constante cosmologique serait suffisant à obtenir un univers statique, car il se trouve que la solution statique de l'univers est instable. Mais en plus, on sait maintenant qu'ajouter une constante cosmologique n'était pas une erreur en vue du théorème de Lovelock, qui impose que la seule manière d'écrire l'équation d'Einstein est celle-ci, avec des hypothèses très consensuelles de la relativité générale, qui sont qu'il n'y a qu'une seule métrique, qu'il y a une invariance par difféomorphisme, le groupe de jauge de la relativité générale, un espace-temps de dimension 4, et que le principe d'équivalence, disant que l'accélération et la gravitation sont équivalentes, est correct. De plus, la constante cosmologique est aujourd'hui nécessaire pour expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers. Dans un cadre gravitationnel, l'expansion de l'univers n'est pas forcément étonnante, mais son accélération est déroutante car la gravitation, dans un cadre newtonien, est exclusivement attractive. Donc, intuitivement, l'expansion de l'univers devrait se ralentir par attraction gravitationnelle. Mais grâce à la constante cosmologique, on peut expliquer l'accélération de l'expansion de l'univers naturellement. On appelle énergie sombre l'entité physique mathématiquement donnée par la constante cosmologique. Il y a un dissensus scientifique pour savoir si l'énergie sombre est une énigme physique. Certains pensent qu'il n'y a pas de problème, car les mathématiques imposent d'avoir cette constante et expérimentalement, nous avons cette constante. Mais pour certains, l'énergie sombre est le plus gros défi de la physique, car il doit bien y avoir un phénomène physique créant cette force répulsive. Ça ne peut pas être juste un outil mathématique. Un candidat magnifique à l'énergie sombre correspond à l'énergie du vide, qui a les mêmes propriétés de pression négative et de proportionnalité au volume. Cependant, en calculant la valeur de la densité d'énergie donnée par l'énergie du vide, on obtient quelque chose de beaucoup trop grand, avec un facteur 10 puissance 122 de différence, ce qui n'est pas une petite erreur. Donc on a deux problèmes. Le premier est de comprendre qu'est-ce que l'énergie sombre, et la deuxième est de comprendre pourquoi les fluctuations du vide n'ont aucun impact cosmologique, alors qu'elles devraient avoir un impact extrêmement grand. Si on postule un contenu, alors on peut déterminer la métrique grâce à l'équation d'Einstein. Cependant, cette équation est une équation différentielle hautement non linéaire, ce qui est extrêmement difficile à résoudre même pour un ordinateur. Cependant, dans certains cas précis, il est possible d'avoir des solutions analytiques et exactes en postulant des symétries de l'espace-temps. On a la métrique de Minkowski correspondant au cas de la relativité restreinte où il n'y a pas de gravitation. Il y a aussi le cas des trous noirs, qui peuvent être en rotation ou non et chargés ou non. Dans le cas général, on a la métrique de Kerr-Newman, sans rotation de Reisnen-Nordström, sans charge de Kerr et sans charge ni rotation, la métrique de Schwarzschild. Même si physiquement, il n'existe sûrement que des trous noirs de Kerr. Le dernier cas solvable est celui qui nous intéresse dans cette vidéo. C'est le cas de l'univers qui est supposé homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il est le même à chaque endroit et dans toutes les directions. Pour que ces hypothèses soient correctes, il faut se placer à très grande distance. Dans ces connexions, on obtient la métrique de Robertson-Walker-Friedmann-Lemaître, qui dépend de deux paramètres. La courbure, kappa, qui peut être positive, négative ou nulle, c'est-à-dire que l'espace peut être sphérique, hyperbolique ou plat. Sur la figure, vous pouvez voir qu'une différence fondamentale entre les différentes géométries correspond aux sommes des angles dans les triangles. Le deuxième paramètre important est le facteur d'échelle A de t.
Si ce facteur augmente, alors les distances cosmologiques dans l'univers augmentent de ce facteur. Par convention, aujourd'hui ce facteur vaut 1. Donc si à l'avenir ce facteur vaut 2, alors toutes les distances cosmologiques seront multipliées par 2. Je dis bien les distances cosmologiques, car localement, les variations du facteur d'échelle sont négligeables sur les mouvements. Par exemple, dans le système solaire, le facteur d'échelle n'impacte pas les distances. Mais même entre galaxies proches, le facteur d'échelle joue un rôle négligeable. Par exemple, la galaxie d'Andromède se rapproche de notre galaxie, alors que le facteur d'échelle augmente. Le facteur d'échelle ne joue un rôle qu'entre galaxies suffisamment lointaines. Pour comprendre l'histoire de l'univers, une chose primordiale est de connaître l'évolution du facteur d'échelle, qui correspond à la manière dont les distances cosmologiques changent en fonction du temps. Son évolution est donnée par l'équation de Friedmann, qui se détermine grâce à la métrique de Robertson, Walker, Friedmann-Lemaitre et l'équation d'Einstein, avec l'hypothèse que l'univers est un gaz parfait, dont l'équivalent des particules correspond aux galaxies, ce qui montre que l'on se place à très grande distance. On trouve l'équation à l'écran, où le premier terme correspond à un terme de rayonnement, avec oméga r, le deuxième terme un terme de matière, avec oméga m, le troisième terme de courbure, avec oméga kappa, et le quatrième terme d'énergie sombre, avec oméga lambda. Cette écriture est telle que oméga r plus oméga m plus oméga kappa plus oméga lambda est égal à 1. C'est pourquoi on considère habituellement que oméga r correspond au taux de rayonnement dans l'univers, oméga m au taux de matière et oméga lambda au taux d'énergie sombre. Expérimentalement, nous avons approximativement oméga lambda égale 70%, oméga m est égal à 30%, oméga r est égal à 5 millipourcents et oméga kappa indissociable de 0 vu les incertitudes. De plus, la matière usuelle qui correspond en grande majorité au baryon est mesurée à oméga b, proche de 5%. Or, la quantité de matière totale est oméga m proche de 30%. Par conséquent, il doit exister une matière inconnue que l'on va appeler matière noire, car elle n'interagit pas avec la lumière, sinon on l'aurait déjà observé. Cette matière noire représente donc 25% de notre univers. De plus, la matière noire est soutenue par la courbe de vitesse de rotation des galaxies, qui est plate, et sans matière noire ne devrait pas l'être, et est nécessaire à la virialisation des amas de galaxies, qui correspond à un lien entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle pour avoir une stabilité. Par conséquent, cette matière noire est nécessaire à plusieurs niveaux d'échelle. Donc même si aujourd'hui on ne comprend pas de quoi elle est faite, son existence fait consensus. Aujourd'hui, le modèle standard de la cosmologie s'appelle lambda CDM, lambda pour la constante cosmologique et CDM pour Cold Dark Matter, qui signifie matière noire froide, froide signifiant non relativiste. Finalement, il est possible de représenter la composition de l'univers dans un diagramme circulaire où l'on voit qu'il y a 70% d'énergie sombre, 25% de matière noire et uniquement 5% de matière ordinaire, ce qui est un graphique accablant pour les physiciens car seulement 5% de l'univers est aujourd'hui connu. Cependant, j'aimerais critiquer cette représentation, car le terme de courbure est quasiment nul dans notre univers, mais il aurait pu être positif ou négatif. Et s'il était négatif, alors cette vision en composition de l'univers serait totalement erronée, parce que dans ce cas, la somme de oméga r plus oméga m plus oméga lambda serait plus grande que 1, donc plus grande que 100%, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour une composition. Une quantité ne peut pas représenter plus de 100% du total. C'est pour cela que je considère que la vision avec une composition de l'univers est une surinterprétation des équations qui ne disent pas cela. Pour résoudre l'équation de Friedmann, il est nécessaire de savoir si aujourd'hui l'univers est en expansion ou non. On a eu la réponse à cette question grâce à Hubble qui a observé les galaxies lointaines et vu que les galaxies lointaines étaient beaucoup plus rouges que les galaxies proches. Or, il n'y a aucune raison que les galaxies lointaines soient plus rouges, ce qui signifie qu'il doit exister un phénomène qui décale les longueurs d'onde. Ce phénomène est l'effet Doppler, qui est plus connu pour le son. Si une voiture passe devant nous à grande vitesse, lorsqu'elle s'approche, le son est plus aigu et lorsqu'elle s'éloigne, le son est plus grave. Pour le comprendre, il faut se rendre compte que lorsque la voiture avance vers nous, elle avance dans le même sens de l'émission du son qui nous parvient. Donc les longueurs d'onde sont plus courtes, ce qui correspond à des fréquences plus élevées, donc plus aiguës. Et lorsque la voiture s'éloigne de nous, elle avance dans l'autre sens de l'émission du son qui nous parvient. Donc les longueurs d'onde sont plus grandes, ce qui correspond à des fréquences plus faibles et donc plus graves. L'effet Doppler pour la lumière correspond au même principe. Les objets qui se rapprochent ont des longueurs d'onde plus courtes, donc un décalage vers le bleu, et les objets qui s'éloignent ont des longueurs d'onde plus grandes, donc un décalage vers le rouge. À vrai dire, ce n'est pas réellement un effet Doppler, parce que ce qui compte, c'est la variation du facteur d'échelle. Si cette variation est lisse, alors une vision avec un effet Doppler est pratique, mais si cette variation se fait par palier, par exemple le facteur d'échelle est constant presque tout le temps, et tous les 100 ans, il est multiplié par une quantité. Dans ce cas, on observerait quand même un décalage des longueurs d'onde, alors qu'il ne peut pas y avoir d'effet Doppler. Ceci provient du fait que lorsque j'étire l'espace, alors j'étire aussi les longueurs d'onde, ce qui crée un décalage vers le rouge. On parle de redshift, qui veut dire exactement la même chose, mais en anglais. Cette observation de Hubble prouve que toutes les galaxies suffisamment lointaines s'éloignent de nous, donc l'univers est en expansion. L'expansion de l'univers est donnée par la constante de Hubble, h0. Elle vaut près de 70 km/s par mégaparsec.
avec le mégaparsec étant une très grande distance. Cela signifie que la vitesse d'éloignement d'une galaxie à 1 mégaparsec est 70 km par seconde, celle d'une galaxie à 2 mégaparsecs de 140 km par seconde, et ainsi de suite. Avec toutes les données précédemment listées, il est possible de résoudre numériquement l'équation de Friedman, ce qui donne la courbe que vous observez. Par construction, aujourd'hui le facteur d'échelle vaut 1. On voit qu'il va continuer à grandir, mais ce qui est intéressant, c'est lorsque l'on retourne vers le passé, on voit tout naturellement qu'il diminue. Mais ce qui peut paraître très étonnant, c'est qu'à une valeur finie de temps, ce facteur d'échelle est nul, ce qui signifie que tous les objets étaient infiniment proches. On entend souvent que cela signifie qu'à une époque, tout l'univers était contenu dans une boule extrêmement petite. Mais cela est faux. Si l'univers était de dimension infinie, ce qui est possible s'il est plat ou hyperbolique. Une distance infinie multipliée par une fonction qui tend vers 0 vaut toujours l'infini. Mais ce qui est vrai est de dire que l'univers observable était contenu dans une toute petite boule. On retient souvent plus petite qu'une tête d'épingle, car l'univers observable est de taille finie. En jouant avec l'équation de Friedman, il est possible de connaître l'âge de l'univers, c'est-à-dire la différence de temps entre aujourd'hui et le moment où le facteur d'échelle était nul. On obtient cette formule. Et en faisant une petite analyse de l'intégrale, on voit qu'elle admet une valeur infinie si la constante cosmologique vaut 1 et que l'univers est vide et plat, c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'énergie sombre, mais dans tous les autres cas, l'univers admet un commencement. Pour des valeurs expérimentales classiques, nous trouvons un âge autour de 14 milliards d'années. Une chose importante à faire remarquer ici, c'est que dans le cadre de la relativité générale, il y a la relativité des durées, ce qui signifie que dans l'absolu, les durées n'ont aucun sens. Autrement dit, il existe un référentiel où l'âge de l'univers n'est pas du tout 14 milliards d'années. Cette valeur de 14 milliards d'années n'est valable que dans le référentiel comobule, c'est-à-dire dans un référentiel suivant une géodésique de l'espace-temps. Or, les géodésiques maximisent le temps propre. Donc ce que l'on appelle âge de l'univers correspond à l'âge maximal qu'un objet peut avoir dans l'univers. Mais un objet suivant une trajectoire particulière peut considérer que dans son référentiel, l'âge de l'univers est beaucoup plus faible, et il aura raison. C'est la relativité des durées. Souvent, on considère que la cosmologie est propre à la relativité générale, mais en fait ce n'est pas exactement le cas. Il est possible de faire une cosmologie newtonienne. Pour ce faire, il faut supposer que l'énergie dans l'univers est une constante, ce qui est extrêmement consensuel. En le faisant, on peut obtenir une équation sur le facteur d'échelle et obtenir l'équation de Friedman non relativiste avec cette forme. On remarque qu'elle est extrêmement proche de la version relativiste. La première différence est que dans la version newtonienne, il n'y a pas de terme de rayonnement dans la mesure où dans la physique newtonienne, seuls les objets massifs peuvent avoir un impact gravitationnel. Mais la principale différence est que la version relativiste admet une énergie sombre et pas la version non relativiste. Donc dans la physique newtonienne, peu importe le contenu, il doit exister un début à l'univers. Une chose intrigante est que l'on dit souvent que la mécanique newtonienne se place dans un espace euclidien, c'est-à-dire plat. Donc il ne devrait pas y avoir un terme de courbure. Ceci est exact. Le terme de courbure de la relativité générale devient en mécanique classique un terme d'énergie de l'univers. C'est de manière fortuite qu'ils sont l'équivalent l'un de l'autre. Après cet aparté newtonien, revenons à notre univers relativiste. L'univers a connu différentes phases, correspondant aux différents termes dominants dans l'équation de Friedman. Au début, c'est le terme de rayonnement qui domine, et à la fin celui d'énergie sombre, et entre les deux, il peut y avoir une phase dominée par la matière suivant les valeurs des différents oméga, ce qui est le cas pour notre univers. Pour déterminer le moment entre deux phases, il faut égaliser les termes dans l'équation de Friedman. Par exemple, le moment où le terme de rayonnement et de matière sont égaux correspond à une valeur du facteur d'échelle de 10 puissance moins 4. Et en utilisant la bijection, c'est-à-dire la correspondance univoque entre le temps et le facteur d'échelle, on peut en déduire que cela est autour de 20 000 ans. Et le moment entre la phase dominée par la matière et la phase dominée par l'énergie sombre correspond à peu près à 10 milliards d'années. Ce qui signifie que nous sommes dans la phase dominée par l'énergie sombre, et une fois que l'énergie sombre domine, c'est pour toujours, car son terme dans l'équation de Friedman est constante, alors que les autres sont décroissants avec le facteur d'échelle. Ces trois phases sont celles données par la relativité générale, mais pour être complet, il faut savoir qu'en utilisant en plus la physique des particules, il y a une phase d'inflation avant la phase dominée par le rayonnement, l'inflation correspondant à un moment où le facteur d'échelle a grandi extrêmement rapidement. Par exemple, pour un univers sphérique, initialement de taille la longueur de Planck, ce qui est une très petite distance, pendant uniquement le temps de Planck d'inflation, correspondant à un tout petit temps, le diamètre de l'univers a atteint la valeur colossale de 10 puissance 10 puissance 10 cm. L'inflation est une théorie permettant d'expliquer que l'univers nous semble plat. Elle permet d'expliquer l'homogénéité du fond diffus cosmologique, que nous verrons plus tard. Elle permet d'expliquer la forme du spectre de puissance du fond diffus cosmologique, ce qui est l'indication la plus forte pour l'inflation. Et elle permet aussi d'expliquer l'absence de défauts topologiques, comme des cordes cosmiques ou des monopoles magnétiques. Cependant, bien que l'existence de l'inflation est un consensus aujourd'hui, il n'existe pas de modèle d'inflation dominant. Il existe plusieurs modèles rivaux acceptables avec les données actuelles.
Pour l'instant, nous avons étudié le facteur d'échelle, mais pour étudier l'histoire de l'univers, nous allons maintenant faire de la thermodynamique, ce qui correspond à utiliser les outils de la physique statistique, qui est une conséquence de la mécanique quantique dans le cas où le nombre de particules est énorme. Selon que la particule soit un fermion ou un boson, il faut utiliser différentes statistiques, celle de Fermi-Dirac dans le premier cas ou celle de Bose-Einstein dans le deuxième cas. Dans la physique statistique, il existe un lien entre les statistiques et les grandeurs thermodynamiques, comme la densité d'énergie, que l'on peut donc calculer. En le faisant, on obtient une bijection entre la densité d'énergie et la température. Mais il est aussi possible de calculer cette densité d'énergie dans le cadre de la relativité générale, où l'on obtient plusieurs équations entre la densité d'énergie et le facteur d'échelle, ce qui permet d'écrire une équation différentielle sur la densité d'énergie. On en déduit une bijection entre la densité d'énergie et le temps. Puis, en utilisant les bijections entre la densité d'énergie et d'une part le temps et d'une autre part la température, on en déduit une bijection entre la température et le temps. Aujourd'hui, la température de l'univers est très faible, à peu près 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais comme le facteur d'échelle croît, la densité décroît et la température aussi décroît. Donc dans le passé, l'univers a été beaucoup plus chaud. On peut calculer que dans l'univers primordial, on obtient cette courbe. Initialement, l'univers est une soupe de particules élémentaires instables. Les interactions fondamentales ne sont pas assez fortes pour former des particules composites, et l'énergie thermique étant supérieure à l'énergie de masse des particules, des fluctuations thermiques peuvent créer des désintégrations. Mais lorsque la température descend assez, les particules élémentaires gagnent en stabilité, puis les quarks peuvent s'associer grâce à la force nucléaire forte pour former des protons et des neutrons, c'est la baryogénèse. Mais les protons et les neutrons ne peuvent pas encore s'associer pour former des noyaux atomiques, car les fluctuations thermodynamiques cassent les arrangements. Lorsque la température descend encore, les protons et les neutrons peuvent former des noyaux stables. La théorie du Big Bang prédit un ratio de 75% d'hélium et 25% d'hydrogène, extrêmement bien concordant avec ce que l'on observe aujourd'hui, ce qui est une preuve forte en faveur de la théorie du Big Bang. Pendant cette nucléosynthèse primordiale, tous les noyaux ne sont pas formés, seuls les plus légers. Les noyaux plus lourds, comme le fer par exemple, ne pourront se former que dans les supernovas, c'est-à-dire des explosions d'étoiles en fin de vie. À ce moment de l'histoire, l'univers est un plasma, c'est-à-dire un gaz ionisé avec des noyaux et des électrons, mais à chaque fois qu'ils s'arrangent ensemble, les fluctuations thermodynamiques ionisent l'atome. L'énergie d'ionisation de l'hydrogène est de 13,8 électronvolts, donc il faut que la température de l'univers descende en dessous de 13,8 électronvolts par kB pour que l'univers devienne un gaz neutre. Or, en électromagnétisme, on peut démontrer que la lumière ne peut pas se propager dans un plasma. Elle suit une marche aléatoire en étant émise, absorbée, et ainsi de suite. Grâce à la bijection entre la température et le temps, on peut savoir quand a eu lieu ce découplage, ce qui correspond approximativement à 380 000 ans. Au moment de ce découplage entre matière et rayonnement par recombinaison, il y a émission de la première lumière de l'univers. Et comme ce rayonnement interagit très peu, il existe encore aujourd'hui. On l'appelle le rayonnement fossile ou fond diffus cosmologique, aussi appelé CMB pour Cosmic Microwave Background. Ce rayonnement est la prédiction la plus forte en faveur de la théorie du Big Bang. Dans un univers statique et infini, il n'existe aucun modèle permettant de prédire ce rayonnement. De plus, ce rayonnement donne énormément d'informations expérimentales sur les paramètres du Big Bang. C'est la principale sonde de l'univers primordial. Ensuite, l'univers se refroidit suffisamment pour avoir la formation de grandes structures qui se forment par effondrement gravitationnel des zones légèrement plus denses, ce qui forme les galaxies. Elles vont ensuite former des amas de galaxies. Ce n'est plus le cas dans de la cosmologie, mais ensuite dans les galaxies, il y a encore des effondrements gravitationnels pour former des étoiles et ultérieurement des planètes autour de ces étoiles. Et nous arrivons à ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais pour revenir aux premiers instants de l'univers, on voit sur la courbe que lorsque le temps va vers 0, alors la température diverge vers l'infini. Il y a une asymptote verticale, ce qui signifierait qu'initialement l'univers serait infiniment dense et infiniment chaud. Cependant, si dans une théorie physique, il y a une valeur infinie qui apparaît, alors ce n'est pas le monde physique qui est pathologique, mais le modèle. Un infini dans une théorie physique montre que le modèle est incomplet. Dans ce contexte, le problème est que nous n'avons pas pris en compte les effets quantiques. Lorsque l'univers est suffisamment grand, alors les effets quantiques sont négligeables. Mais le problème est que autour de la singularité initiale prédite par la relativité générale, les effets quantiques sont importants. Par conséquent, nous n'avons pas le droit de continuer notre analyse avant le mur de Planck, c'est-à-dire le moment où il faut faire de la théorie du tout. Ce que nous avons fait est dans la même idée qu'une personne qui calcule la trajectoire d'un projectile avec la loi de Newton, sans s'arrêter au niveau du sol. La mécanique newtonienne ne nous empêche pas de le faire, mais en tenant compte correctement du monde physique, il faut imposer d'arrêter la trajectoire prédite par les lois de Newton lorsque le projectile atteint le sol. Nous pourrions nous arrêter ici dans l'étude de l'univers, mais autorisons-nous à parler de manière plus spéculative. Il existe un grand nombre de candidats à la gravité quantique, comme par exemple la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Il se trouve que les théories actuelles de gravité quantique n'admettent pas de singularité initiale. Prendre en compte les effets quantiques l'en empêche.
Il existe un maximum de densité au moment de ce que la relativité générale considère comme une singularité, mais ce ne serait pas le début de l'univers. Avant, l'univers aurait une phase de contraction pour atteindre le maximum de densité, et ensuite une phase de dilatation que nous connaissons avec l'inflation et les phases dominées par le rayonnement, la matière, puis l'énergie sombre. Cette théorie prédisant un rebond est appelée la théorie du Big Bounce. Pour prendre un exemple, vous pouvez regarder l'équation de Friedman dans le cadre de la gravité quantique à boucle. Il y a une correction quantique faisant apparaître une densité critique telle que si la densité devient supérieure à elle, alors on a un carré valant un nombre strictement négatif, ce qui n'est pas possible. Cette densité critique est la densité maximale. Mais lorsque nous sommes loin de l'échelle de gravité quantique, alors cette densité maximale est tellement grande que les effets quantiques deviennent négligeables. Ces théories au-delà du modèle standard peuvent toutes se tromper car elles n'ont aucune preuve expérimentale de ce qu'elles disent. Cependant, il reste raisonnable de se dire qu'un consensus parmi les candidats peut rendre crédible leur dire, et donc l'idée d'un Big Bounce. Mais même en rejetant cette idée, il est certain que la théorie actuelle n'affirme pas l'existence d'un début à l'univers. Pour rester dans le spéculatif, on peut aussi parler des interactions fondamentales. Le groupe de symétrie du modèle standard est SU3 couleur, croix SU2 left, croix U1 hypercharge, avec la partie SU3 couleur qui correspond à la chromodynamique quantique, c'est-à-dire à l'interaction forte, et SU2 left, croix U1 hypercharge correspond à l'interaction électrofaible, qui dans le vide asymétrique introduit par la brisure spontanée de symétrique liée au boson de Higgs, se découple en une interaction faible et la force électromagnétique avec la symétrie résiduelle U1 QED. Chaque force admet une constante de couplage qui est proportionnelle à son intensité. Et en utilisant les outils de la renormalisation, ces constantes deviennent des fonctions affines dépendant de l'énergie. Celles de l'interaction faible et de l'électromagnétisme sont à notre niveau très proches, ce qui permet une unification dans le modèle de Weinberg-Salam, mais si on monte en énergie, vers une énergie de 10 puissance 16 gigaélectronvolts, les constantes de couplage sont toutes les trois très proches, ce qui aurait pu ne pas être le cas. Trois droites ne sont pas nécessairement séquentes en un seul point. Ce résultat fortuit permet de supposer qu'il existerait un modèle de grande unification où toutes les forces n'en formeraient plus qu'une. Mais à des niveaux faibles d'énergie, ces interactions pourraient nous sembler découplées. Les modèles de grande unification sont attrayants d'un point de vue théorique, car un groupe simple du type SU5 ou SO10 est plus élégant qu'un produit de groupe. Mais un groupe simple permet aussi d'expliquer que la charge électrique est quantifiée, puisqu'on remarque que le rapport de charge de deux particules est toujours un rationnel et pas un réel quelconque, ce qui est très étonnant dans le modèle standard. Par contre, les modèles de grande unification ont tout de même un problème qui correspond à la stabilité du proton. Dans le modèle standard, le proton est stable. Or, expérimentalement, la stabilité du proton est extrêmement bien corroborée. Mais dans une théorie de grande unification, le proton n'est pas stable. Soit sa durée de vie est très grande, beaucoup plus grande que l'âge de l'univers. Cependant, expérimentalement, les valeurs possibles sont en tension avec la théorie. La durée de vie correspond au temps pour que la moitié des particules se désintègrent. Mais dans une grande quantité de particules, il devrait y avoir quelques désintégrations bien avant la durée de vie. Donc on peut déduire une borne inférieure à la durée de vie du proton. Finalement, les théories de grande unification permettent de résoudre beaucoup de coïncidences théoriques, donc sont élégantes, mais sont en tension avec des données expérimentales. Mais si une théorie de grande unification était correcte, alors aux premiers instants de l'univers, après les effets de gravité quantique que nous avons décrits précédemment, les forces fondamentales seraient encore couplées, puis la force nucléaire forte se découplerait, et encore ensuite la force électromagnétique. Cette vidéo sur le Big Bang est maintenant finie. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre l'histoire de l'univers. Je vous laisse sur ce schéma qui résume en images ce qui a été dit dans la vidéo, bien qu'il faut garder à l'esprit que ce qui est mis avant le mur de Planck est spéculatif.